Bonjour à tous, bienvenue sur notre podcast Transparence des rémunérations et égalité femmes-hommes, épisode 1. L'objectif de notre échange aujourd'hui est d'appréhender la directive européenne sur la transparence des rémunérations et l'égalité femmes-hommes. Notre invité pour lancer cette série est Denis Le Cygne, directeur développement offre rémunération et talent dans le groupe Diosiassi, expert en la matière. Denis, je te laisse donc te présenter avant d'attaquer le sujet du jour, transparence des rémunérations et égalité femmes-hommes, comment appréhender la directive dans son entreprise. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce podcast. Alors donc notre première interrogation est donc comment expliquer en quelques mots la directive européenne du 10 mai 2023 sur la transparence des rémunérations et l'égalité femmes-hommes. Les parlementaires européens ont fait le constat que malgré les réglementations existant dans les différents pays de l'Union, l'égalité salariale entre les femmes et les hommes n'était pas atteinte. Et c'est peu de le dire. Même si le principe de l'égalité salariale est consacré par le droit de l'Union européenne depuis l'adoption du traité de Rome en 1957, il persiste encore un écart moyen en Europe de 13% après correction du temps de travail, écart moyen qui se situe à 15% en France. Alors le texte s'applique aux employeurs sur les secteurs publics et privés employant plus de 100 salariés. La directive prévoit plusieurs nouvelles obligations pour les entreprises. D'une part, les entreprises devront publier un rapport sur les données relatives aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. La directive positionne également la transparence comme un levier majeur de l'action. Transparence vis-à-vis des autorités administratives, des instances représentatives du personnel et des salariés eux-mêmes. Ce droit à l'information est même étendu au niveau des candidats à un emploi qui devront obtenir des informations relatives sur la rémunération initiale ou la fourchette de rémunération proposée dans l'emploi. Et d'autre part, nouveauté, demander à un emploi son niveau de rémunération actuel deviendra illicite. Enfin, le texte prévoit le renversement de la charge de la preuve. C'est-à-dire qu'en cas de présomption d'une discrimination directe ou indirecte, il appartiendra désormais à l'employeur d'en prouver son absence. Denis, il me semble que tu as rédigé également une note sur la directive il y a quelques temps. Et justement, tu mentionnais qu'en Angleterre, par contre, eux, ils avaient déjà cette notion de transparence depuis 5 ans à peu près. Donc j'invite à ceux qui nous écoutent à aller lire également la note s'ils veulent en savoir plus par rapport à ça. Effectivement, le choix retenu par le législateur anglais en 2007, alors qu'étaient en France à la même époque les discussions sur la mise en place de l'index, le choix retenu par les Anglais repose sur le principe d'une communication transparente de quelques indicateurs bruts, non corrigés, exclusivement centrés sur la question des écarts de rémunération. La France a pris un chemin inverse. Dans l'index égalité professionnelle, le législateur français a choisi la voie d'un index résultant de la combinaison de différents facteurs avec la volonté de couvrir le champ plus large de l'égalité professionnelle. Oui, donc du coup, là, on reprend, nous, le chemin un peu des anglo-saxons et on se remet sur la transparence et donc l'égalité professionnelle qui est quand même un sujet depuis quelques années maintenant. En soi, c'est plutôt une bonne chose. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ne se limite pas à l'égalité salariale. En effet, l'intention de couvrir le champ de l'égalité professionnelle était louable. Le problème, c'est que le résultat l'est moins. Quelques exemples. Le premier indicateur de l'index égalité professionnelle, qui évalue les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, en raison de sa complexité, a eu tendance plutôt à les minorer, en particulier en les réduisant de 5% dès lors que le calcul était effectué par le biais des catégories socio-professionnelles. Autre exemple, l'indicateur numéro 4, relatif aux femmes de retour de congé de maternité, reprend avec une exigence moindre une obligation législative existante dans la loi depuis 2007. Ainsi, on a attribué des points aux entreprises sous le seul prétexte qu'elles respectent la loi. Et on notera que jusqu'en 2021, un quart des entreprises ayant calculé leur index n'ont pas obtenu les points relatifs à cet indicateur. Elles sont encore 1 sur 10 en 2024. Donc le texte de la directive repose sur une idée simple. Publiez vos données brutes,
sans combinatoire complexe ou effet correcteur, et expliquez-vous. C'est le même esprit que la directive européenne CRDS, qui va comporter pour les entreprises assujetties près d'1 millier d'indicateurs et des obligations de reporting, avec les 2/3 des indicateurs qualitatifs. Publiez des indicateurs et expliquez-vous. Très bien. Donc du coup, quels sont les indicateurs prévus dans la directive par rapport à ceux qui avaient été déjà mentionnés dans l'index et comment est-ce qu'on peut aujourd'hui éviter cette comparaison finalement qui n'est pas forcément idéale pour l'égalité professionnelle et l'égalité femmes-hommes? Alors, l'enjeu ne reposera pas sur la complexité de calcul des indicateurs. Les indicateurs prévus par la directive européenne, qui seront probablement repris, ou sans doute repris par le législateur français lors de la transposition de la loi, sont l'écart de rémunération moyen entre les femmes et les hommes, c'est-à-dire la rémunération moyenne des hommes moins la rémunération moyenne des femmes rapportée à la rémunération moyenne des hommes. Cet écart devra également être publié au niveau des composantes variables et complémentaires. L'écart médian devra de même être publié. De plus, devront être communiquées la proportion de femmes et d'hommes bénéficiaires de composantes variables ou complémentaires et la proportion de femmes dans chacun des quartiles de la rémunération. Enfin, les écarts de rémunération devront être ventilés par catégorie et par composantes fixes, variables ou complémentaires. Du coup, si une entreprise s'aperçoit que son taux est supérieur à 5% au niveau de l'écart, comment est-ce qu'elle peut justifier justement cet écart? Alors, effectivement, la directive fixe un seuil de 5%, au-delà duquel les entreprises devront justifier du caractère non discriminatoire de l'écart. Alors, beaucoup de paramètres peuvent expliquer un écart de rémunération entre les femmes et les hommes, sans pour autant qu'il résulte d'une pratique discriminatoire. Une distribution inégale des genres sur les niveaux de responsabilité, une pyramide des âges déséquilibrée. Les entreprises vont devoir rechercher les facteurs explicatifs des écarts de rémunération. Elles pourront en justifier une partie, mais mettront aussi en évidence des écarts sans pouvoir en justifier la cause. Dès lors, elles pourront engager des mesures correctrices, ciblées et efficaces. Et donc, du coup, à quel moment une entreprise peut-elle engager cette démarche? Alors, le contexte réglementaire français n'est pas encore défini, puisque cette directive n'est pas transposée dans le droit. Néanmoins, nous ne saurions conseiller aux entreprises que d'anticiper l'obligation de cette nouvelle directive, parce que la démarche pourra s'avérer complexe. Mesurer est une chose, mais mesurer, investiguer pour comprendre les écarts et en expliquer la cause est un exercice beaucoup plus complexe. Mesurer les écarts de rémunération moyens entre les femmes et les hommes ne sera qu'un début. S'engagera ensuite une démarche d'investigation afin de dresser un panorama juste et rigoureux, d'identifier les facteurs générateurs des écarts et de construire des plans d'action efficaces. Bien, merci beaucoup Denis pour cette intervention. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas directement sur notre page où Denis pourra y répondre avec plus de précision. Merci à toutes et à tous.